seul, normalement, c'est plutôt sur les petits supports, c'est plutôt de la course au large. De retour sur le plateau d'LMTV Sarthe, on papote avec notre invité évidemment, Hugo Cardon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes skipper sartois, jeune skipper sartois, 21 ans seulement, et vous venez d'ailleurs de terminer votre première traversée de l'Atlantique. C'était en fin d'année, il y a quelques semaines. Comment ça s'est passé déjà? Première question. Eh bien, très bien, presque la transat de mes rêves, on a eu vraiment du vent portant surtout, donc qui nous facilite un peu la tâche, mais surtout c'est l'aboutissement de 3 ans de projet, donc très content d'être arrivé au bout. Ouais, première traversée donc de l'Atlantique, 26 jours? Oui, c'est ça au total. Et ça aussi, c'était la première fois que vous dépassiez la vingtaine de jours passés en mer? Ouais, alors on a des courses qualificatives, hein, on ne se lance pas sur la transat comme ça. Le maximum que j'avais fait avant, c'était 11 jours sur un retour des Açores l'année d'avant. Et donc là, ouais, c'était une première de passer autant de jours en solitaire sur mon bateau. Ça change beaucoup de passer de 11 jours à 26 jours? Bah, c'est surtout les conditions météo. En fait, sur nos courses de saison, on varie souvent d'allure, on fait du près, du portant, du reaching, etc. Là, c'est vraiment les alizés, les fameux vents portants. Et du coup, c'est beaucoup plus physique. Le bateau se fatigue aussi beaucoup plus. Il faut faire attention à lui, en prendre soin. Parce que c'est quand même grâce à lui qu'on va traverser de l'autre côté. Et donc, c'est ce rythme-là sur les jours en mer qui sont fatigants. Sur la mini transat, c'est comme ça qu'on l'appelle cette course, donc cette traversée de l'Atlantique, départ des Sables d'Olonne et arrivée en Guadeloupe. Vous étiez d'ailleurs le plus jeune Ouais. skipper sur cette édition de la mini transat, donc à 21 ans. Qu'est-ce que vous retenez de cette première aventure, de cette première traversée de l'Atlantique pour vous? Forcément, beaucoup d'apprentissage, c'était la première. Beaucoup d'envie de se battre pour y retourner et faire forcément d'autres courses et plus prestigieuses. Mais c'est énormément d'apprentissage sur la partie technique, sur la partie réglage des voiles aussi. Et puis sur soi-même, on apprend énormément à gérer le corps, la fatigue, l'alimentation et le mental aussi. J'avais un préparateur mental aussi, mais tout ça, ça se fait aussi avec l'expérience et à force de naviguer sur les courses. 27e sur 58 dans votre catégorie. Il y a eu des péripéties, des problèmes, des avaries, comme on dit, dans ces 26 jours de course? Alors moi, je suis très content de ma préparation de mon bateau. Il était vraiment très bien préparé. J'ai eu très peu de problèmes dessus. Malheureusement, le seul problème que j'ai eu, c'est à 48 heures de l'arrivée en Guadeloupe, où là, j'étais dans du vent assez fort, donc les fameux grains, c'est des nuages qui se forment très rapidement. Et donc là, le bateau est parti en survitesse et il saute les vagues, c'est des bateaux de course très légers, tout ça. Et j'ai un capteur sur mon pilote automatique qui nous permet de manger ou de dormir, et par petites tranches, hein, forcément, qui s'est détaché, et du coup, le pilote automatique n'arrivait plus à barrer le bateau. Et du coup, j'ai fait un départ à la bâtée, comme on appelle ça. Donc là, c'est un petit peu dangereux. J'ai arraché une pièce du mât. J'ai du coup plus de pilote automatique pendant plus de 6 heures. J'ai dû réparer. Et du coup, j'ai perdu plus d'une dizaine de places en quelques heures. Donc c'était dur à 48 heures de l'arrivée de remonter après. Ouais, j'imagine. Et on a vu notamment quelques images ici que vous, d'ailleurs, vous réalisez, puisque vous êtes le seul à bord, on le rappelle, traversé en solitaire donc, de l'Atlantique. Ça avait l'air de bouger pas mal, là. Ouais, là, c'était actuellement au Cap Finistère. Donc là, c'était un passage de front. On avait entre 25 et 30 nœuds. Donc c'est des conditions que moi, j'apprécie particulièrement. Après, tous mes concurrents n'apprécient pas forcément ces conditions. Moi non plus. D'ailleurs, ça me donne limite le mal de mer quand je vois ces images. Mal de mer que vous ne devez pas certainement avoir. En revanche, on parle souvent du mal de terre une fois qu'on revient après 26 jours, quand on met le pied sur la terre ferme du côté de la Guadeloupe. Est-ce que vous avez senti quelque chose de bizarre quand vous avez terminé cette traversée? Pas forcément sur cette course-là. Du coup, c'est comme je disais, des vents un peu portants, des houles qui nous portent et on va assez vite, donc on s'en rend moins compte. Mais sur des courses précédentes où on fait plus de près, où on ressent beaucoup plus l'effet de la houle, là, ça m'est déjà arrivé de tanguer un petit peu quand on rentre quand on remet pied à terre sur le ponton. Mais après, en coureur au large, moi j'ai de la chance, j'ai pas du tout le mal de mer, je l'ai jamais eu. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont et qui mettent 2-3 jours à s'amariner pour ne plus l'avoir après. On parlait de vos péripéties, notamment de cette
petit problème que vous avez rencontré donc à 48 heures de l'arrivée et qui vous a malheureusement privé de ce top 20 sur cette traversée de l'Atlantique. J'ai lu aussi dans un article de nos confrères du Maine Libre que vous n'aviez pas été très tendre avec votre embarcation. Bah non, forcément, on est là pour la course et la performance, donc forcément, on tire dessus. Après, j'avais quand même ce regard assez technique sur le bateau parce que je l'ai préparé en très grande partie avec un de mes copains. Et du coup, on sait où est-ce qu'on peut tirer plus ou moins. Et forcément, il y a des choses qui vont casser. On le sait, c'est une course, c'est un sport mécanique. Mais oui, je ne l'ai pas ménagé à 100% sur cette traversée. On a vu, et on va peut-être revoir en régie les images de votre arrivée. C'est évidemment important hein, dans les sports de voile, dans ces sports où vous passez aussi longtemps en mer, là 26 jours tout de même. J'imagine que ça doit être un moment de soulagement, de fierté aussi, le fait d'arriver. Ouais, je sais pas si c'est un moment de soulagement parce que j'étais quand même assez serein au départ des Sables d'Olonne, entre guillemets, d'arriver de l'autre côté, malgré qu'il puisse arriver n'importe quoi, hein, c'est un sport mécanique comme je disais. Mais c'est plutôt la nostalgie presque parce que c'est 3 ans de projet, faut s'imaginer, on est 90 à prendre le départ, divisé en 2 séries. Hein. Mais du coup, c'est vraiment une grande bande de copains, on s'est qualifiés tous ensemble, on s'entraide quand même. C'est quand même des budgets à trouver, mais c'est beaucoup d'entraide pour arriver déjà au départ de cette transat. Et du coup, d'arriver, bah, c'est la fin de 3 ans de projet. Et Ouais. donc, si on veut continuer, il faut remonter un projet. Donc, c'est beaucoup d'efforts et de temps. Mais forcément, très content d'arriver, de retrouver ma famille, mes amis et puis tous les copains qui viennent de traverser avec moi. Vous êtes arrivé fatigué, usé, marqué par cette traversée? Plutôt marqué physiquement par l'irritation du sel, tout ça. Après, marqué musculairement, pas énormément, plutôt au niveau des jambes. Parce Mentalement qu'on aussi marche très peu. peut-être? Mentalement, comme je disais, j'avais un préparateur Ouais. mental, du coup je l'ai très bien vécu. Et puis quand ça va souvent côté performance, on le vit plutôt bien. C'était plutôt à 48 heures de l'arrivée, j'ai eu un petit coup de mou là, sur les 6 heures où j'avais le pilote automatique, où j'ai vu la course s'envoler en fait. Mm. Mais du coup j'ai pris conscience que j'avais énormément de chance quand même. Je savais que j'allais arriver de l'autre côté de ma première transat, donc non, que du bonheur. Vous avez souffert, vous parliez du sel notamment, mais aussi de la chaleur. Hein, et il faisait très chaud, notamment à l'intérieur du bateau. Ouais, c'est ça. Donc à l'extérieur, qu'il fasse jour ou nuit, il fait quand même assez chaud. La nuit, les températures redescendaient qu'à 28 degrés, donc ce qui reste quand même chaud. Et à l'intérieur, on a le pilote automatique aussi qui chauffe un peu. La coque, faut s'imaginer, à l'intérieur, on n'a que 4 mètres carrés à peu près. Ouais. Donc tout ça condensé fait qu'on monte jusqu'à presque 40 degrés en plein après-midi. Donc ouais, il faut réussir à tenir sous cette chaleur. C'est combien de temps de sommeil à peu près sur une journée? Ah, c'est dur à calculer parce que des fois il y a des grains donc on va dormir très peu sur une nuit, mais en moyenne sur 24 heures, on dit qu'au minimum il faut dormir 3-4 heures pour éviter d'avoir des hallucinations. Moi sur cette transat, j'ai à peu près calculé entre 5 et 6 heures de sommeil par tranche de 24 heures. Mais tout ça, on dort maximum par tranche de 20-30 minutes. D'accord. L'alimentation, pareil, ça doit être assez important, j'imagine, quand on est athlète de haut niveau. Ça ne doit pas être simple non plus pendant 26 jours. Et ben comme les courses qualificatives, on s'y prépare, on teste de la nourriture aussi. Il y a des plats qu'on aime plus ou moins, et surtout il faut prendre des plats avec beaucoup de calories parce qu'on dépense beaucoup de calories, qu'il fasse jour ou nuit. On vit de jour comme de nuit sur nos bateaux, on règle, on change les voiles, etc. Et du coup, on mange souvent des lyophilisés, donc c'est de la nourriture déshydratée qu'on vient hydrater avec de l'eau chaude, ou des apertisés. Et c'est des plats en moyenne entre 500 et 700 calories, donc vraiment pour avoir de l'énergie. Est-ce que vous aviez un moyen de communiquer ou vous êtes complètement seul? Est-ce que vous avez des communications radio, téléphoniques qui sont possibles ou pas du tout? Alors la course c'est sans assistance et sans communication, donc on n'a pas de téléphone satellite, pas nos téléphones portables pour pas avoir la cartographie, etc. non plus. Par contre à bord on a une VHF, donc c'est une petite radio qui nous permet de contacter tous les bateaux qui sont autour de nous, mais qui a un rayon d'environ 10 km. Donc ça c'est pour contacter les cargos ou nos concurrents si on serait par hasard en route de collision pour éviter de casser nos bateaux. Et quand on termine sa première traversée de l'Atlantique, c'est quoi? On a envie d'y retourner? Ouais, moi j'ai envie d'y retourner, je suis compétiteur et je suis jeune, donc forcément j'ai envie de continuer à monter des projets. C'est vraiment l'ensemble, c'est de monter le projet de A à Z et d'arriver au bout qui fait qu'on est très content en fait. Et c'est juste des projets durs à monter, mais à la finalité ça vaut tout.
toute la difficulté Ouais. de monter les projets, On c'est très regrette bien pas. arrivé. Non, exactement. Et le prochain projet, ça sera lequel? 2024, c'est plutôt une année de transition parce qu'il faut trouver d'autres partenaires. Plus on monte en Bien catégorie sûr. bateau, plus ça coûte cher. Donc là, je vais continuer encore sur les courses de la classe Mini 650 et en parallèle, je vais faire du Figaro 3, donc un bateau un peu plus grand de 10 mètres. Et mon rêve, ce serait la route du Rhum 2030 sur un classe 40. La route du Rhum en 2030, c'est l'objectif que vous êtes fixé. On vous le souhaite en tout cas. On parlait tout à l'heure des images où ça tapait plutôt pas mal. Là, ça s'est plutôt calmé. C'est un sport dangereux, on va pas se le cacher. Comment on gère ça, par exemple, dans votre traversée, la famille, les proches? Il n'y avait pas de l'inquiétude un petit peu? Déjà, il faut savoir qu'on est bien préparé. On a des formations, du coup, des stages de survie, des stages pour le feu, pour si on se blesse. On est capable de se recoudre si on s'ouvre. Enfin, on est vraiment très bien formé. Et après, la famille, c'était plus sur les cours de qualification. Donc, on part tout seul aussi. On a un parcours où on va en Irlande, où là, on est beaucoup moins bien entouré. Là, il faut savoir que sur la Transat, on avait quand même 7 bateaux accompagnateurs qui sont répartis sur la flotte. Mais on est beaucoup mieux encadré sur cette Transat-là. Donc, je pense qu'il y avait moins de stress pour mon entourage. Vous avez 21 ans, vous venez de terminer votre première traversée de l'Atlantique. Et il y a quelques années, vous aviez traversé aussi le lac de la Monnerie, à la Flèche. Ça, c'était l'une de vos premières traversées. Et Amoun Chamsoudine, notre journaliste, était déjà présent sur place. Je vous propose de regarder ce reportage de 2015 du côté de la Flèche, où vous aviez 12 ans seulement. Bonjour, je m'appelle Hugo, je suis un jeune skipper sur Optimiste. Mes débuts, j'ai commencé sur planche à voile avec mon papa en Corse. Et maintenant, je suis passionnée par la voile. J'ai découvert l'Optimiste il y a 2 ans. Et depuis, je fais des régates en Sarthe ou en ligue, plusieurs catégories. Depuis tout petit, je vais aller au bord de mer avec mes parents. On a des amis qui habitent au bord de mer et qui ont un bateau, donc des fois, on va sur leur bateau. Plus tard, je voudrais être ingénieur en aéronaval. C'est des personnes qui conçoivent des nouveaux bateaux ou qui font des nouvelles choses, qui naviguent sur l'eau. À l'école, je travaille bien, mais surtout les maths et l'anglais parce que c'est très important pour être ingénieur. Juste avant de commencer, en fait, il faut essayer de se mettre dans une bulle pour être au meilleur de ses performances. Et quand on peut gagner un peu de temps, faut essayer de le faire parce que c'est très important. On ne s'en lasse pas de ces belles images. On voit aussi le chemin parcouru. Vous n'avez pas changé. En revanche, la taille du bateau a changé. Qu'est-ce qui a changé depuis vos 12 ans et depuis vos 21 ans aujourd'hui? J'ai envie de dire l'expérience. Enfin, c'est au fur et à mesure qu'on acquiert de l'expérience. Et donc, comme je disais, c'est beaucoup d'entraînement. Après, je suis du coup parti au Sable d'Olonne aussi pour m'entraîner, tout en restant très attaché à mon club au CNVS à Arnage où j'ai commencé. Mais c'est à force de naviguer sur des plus gros bateaux aussi, s'entourer des bonnes personnes, qui fait qu'on en arrive là maintenant. Le département de la Sarthe, on parlait aussi tout à l'heure des soutiens importants dans ce type de projet. On voit d'ailleurs la Sarthe et vous en êtes fiers, vous la pointez du doigt, vos partenaires également. La Sarthe, malgré le fait que vous êtes en Vendée aujourd'hui, elle reste dans un coin important de votre cœur. Ouais, forcément, je suis attaché à mon département, je suis né au Mans. J'ai vraiment appris la voile en Sarthe. J'ai commencé, comme je disais, à la Gemmerie, à Arnage. Et j'ai fait plus de 5 ans à sillonner tous les lacs, que ce soit Marson, La Flèche, Ciel-Guillaume. Et forcément, excusez-moi, j'ai oublié votre question. Moi aussi, j'ai oublié ma question. Non, c'était par rapport à l'importance du département de la Sarthe. Mais oui, forcément, du coup, ça me tenait vraiment à cœur de représenter tous les acteurs locaux de la Sarthe. Et du coup, le département, déjà, c'est l'image même du département. Et ça donne également beaucoup confiance aux entreprises de me savoir soutenu par le département et de faire des conférences ou des représentations en montrant haut mes couleurs de la Sarthe. Enfin, je suis très fier.
Le lac, le meilleur lac en Sarthe pour faire de la voile, c'est où? Je dirais la Gemmerie quand même. La Gemmerie. Bravo, bien joué. Merci beaucoup Hugo Cardon d'être venu sur le plateau de 72 Sports sur LMTV Sarthe nous parler de cette magnifique traversée donc, de l'Atlantique, et on aura à cœur de vous inviter pour nous parler de vos prochains projets. Merci beaucoup, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 72 Sports. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.